Celui qui n'était jusque-là qu'un petit délinquant se retrouve-t-il au cœur d'une sordide affaire de meurtre? L'arrestation de ce suspect est à la fois un soulagement et un choc pour le petit village de Villefontaine où nos équipes se sont rendues. Au cours de cette soirée exceptionnelle, vous allez donc découvrir des reportages et des témoignages pour comprendre comment cette petite ville de l'Isère a basculé dans l'horreur. Parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce Prime spécial et en direct de crimes et faits divers. Et dans un instant, un document exclusif de 40 minutes, document inédit. Vous verrez cette enquête de nos équipes sur les traces de Victorine. Nous sommes allés sur place et cette enquête va vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est en effet le 26 septembre dernier que démarre l'affaire Victorine. Ce jour-là, cette jolie étudiante en BTS de 18 ans passe l'après-midi avec des amis. Ils vont faire les boutiques dans un centre commercial de Villefontaine en Isère. Et vers 19h, Victorine prévient sa famille qu'elle sera bientôt de retour, mais elle n'arrivera jamais jusque chez elle. Aussitôt, ses proches s'inquiètent et les forces de l'ordre prennent tout de suite sa disparition au sérieux car Victorine est une jeune fille sans histoire qui n'a absolument pas le profil d'une fugueuse. D'importants moyens sont donc mis en place pour la retrouver et durant 2 jours, les forces de l'ordre et les habitants écument la ville à sa recherche. Et le 28 septembre, en fin de matinée, le corps de Victorine est finalement retrouvé dans un ruisseau. L'autopsie révèle que la jeune fille de 18 ans est morte par noyade avec intervention d'un tiers. Il s'agit donc bien d'un meurtre. Dans la commune, c'est le choc. Toutes se demandent qui a bien pu faire du mal à cette adolescente, décrite par tous comme extrêmement gentille et souriante. L'affaire a un écho national et émeut particulièrement les Français. Le 4 octobre, plus de 6000 personnes défilent dans les rues de Villefontaine pour rendre hommage à Victorine. Alors, pourquoi cette affaire passionne-t-elle tant les Français? Nous tenterons de le comprendre avec nos invités. Et puis, ce coup de théâtre mercredi dernier, 2 semaines après la découverte du corps de Victorine, Ludovic Bertin est interpellé dans une station-service de Saint-Quentin-Fallavier. En réalité, cela fait plusieurs jours que les gendarmes sont sur la piste de ce père de famille de 25 ans. Après avoir reçu un témoignage mettant en cause Ludovic dans le meurtre de Victorine, ils ont effectué différents recoupements avant de procéder à son interpellation. Placé en garde à vue, le jeune homme avoue être responsable de la mort de la jeune fille. D'après lui, il l'aurait croisé par hasard alors qu'il faisait son footing et il l'aurait bousculé involontairement. Une dispute qui aurait éclaté et il aurait saisi Victorine à 2 reprises par la gorge avant de jeter son corps inanimé dans le ruisseau. Ludovic nie tout mobile sexuel, mais les enquêteurs n'y croient pas car le pantalon de la jeune fille a été retrouvé baissé. Jeudi dernier, Ludovic Bertin est donc mis en examen pour enlèvement et meurtre, précédé de tentatives de viol. Il est placé en détention provisoire, mais ses aveux ont laissé un goût amer à la famille qui est persuadée que Ludovic n'a pas tout dit. Aujourd'hui, de nombreuses questions restent en suspens. Et pour répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de crimes et faits divers sont avec nous. Maître Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste, pour nous expliquer les procédures judiciaires. Bonsoir. Bonsoir. Et puis également Stéphanie Germani, docteur en psychologie, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Et plusieurs invités vont également me rejoindre tout au long de cette soirée. Depuis maintenant 3 semaines, son prénom est donc sur toutes les lèvres. Victorine Dartois. 18 ans. Elle a disparu le 28 septembre dernier à Villefontaine en Isère, alors qu'elle rentrait d'une après-midi de shopping entre amis. Après avoir pris un premier bus, elle rate le second et décide de terminer sa route à pied. Elle prévient ses proches qu'elle sera là dans 20 minutes. Ce sera son dernier signe de vie. Dès le lendemain, sa sœur lance un appel sur les réseaux sociaux et le visage de Victorine fait rapidement le tour des médias. Les habitants sont émus par son histoire. Ils se mobilisent en nombre pour participer aux recherches. Et quand son corps est retrouvé sans vie dans un ruisseau, 2 jours plus tard, c'est le choc. Victorine était une jeune étudiante en BTS, décrite par tous comme extrêmement gentille et souriante. Personne ne comprend qui aurait pu lui vouloir du mal. Et à Villefontaine, la psychose règne. Les habitants savent qu'il y a probablement un tueur parmi eux. Face à l'horreur, ils se serrent les coudes, une messe est donnée en hommage à la jeune fille et une marche blanche est organisée. Elle réunit près de 6000 personnes, des habitants de la région bien sûr, mais aussi des personnes venues de la France entière. Car cette affaire a eu un écho national et a ému l'ensemble des Français. Je vous propose de regarder en 2 minutes 30 comment les médias ont raconté cette affaire de sa disparition
jusqu'à l'arrestation d'un suspect. Victorine Dartois, 18 ans, rentre à pied chez elle après avoir raté son bus. Elle n'arrivera jamais à destination. Son corps est retrouvé 2 jours plus tard. L'autopsie révèle que la jeune femme est morte par noyade avec l'intervention d'un tiers. En témoigne la présence de nombreux ecchymoses internes. La disparition de la jeune femme avait provoqué une vive émotion à Villefontaine. 6000 personnes s'étaient rassemblées lors d'une marche blanche pour lui rendre hommage. Un voisin bien sous tout rapport, un homme sans histoire, voilà ce qui ressort des premiers témoignages concernant cet homme de 25 ans et qui aurait reconnu le meurtre de Victorine en garde à vue. Ce père de famille est connu des services de police, notamment pour du trafic de stupéfiants, mais n'a jamais été inquiété pour des crimes sexuels. L'homme est originaire de Villefontaine, tout comme sa famille qui habite toujours dans le secteur, et il vit avec sa femme et son enfant en bas âge. Pour certains voisins qui le connaissaient, son arrestation est un choc. Je m'y attendais pas. Donc on a eu l'occasion d'échanger, mais bon, quelqu'un que je connais pas plus que ça, quoi. Et quelqu'un de pas agressif, de courtois, de poli? Non, quelqu'un de poli, de très calme, poli, discret, jamais d'extravagance, comme un peu tout le monde qui habite ici, quoi. Une interpellation que les parents de la jeune victime attendaient depuis des jours. On peut parler véritablement de soulagement parce que cette personne a été interpellée. On ignore encore ses déclarations, mais on imagine que si elle a été placée en garde à vue, c'est que les enquêteurs ont des éléments. Et la famille aujourd'hui est soulagée de se dire que cette personne-là n'est plus dans les rues de Villefontaine et qu'on va surtout pouvoir enfin savoir ce qu'il s'est passé. Retour en direct sur ce plateau et justement on va essayer de comprendre dans un premier temps pourquoi cette affaire a bouleversé les Français. Dans un instant on ira sur place en Isère où nous attend Jérémy Durand qui est journaliste à Radio Isa. Mais sur ce plateau on rejoint le docteur Patrick Ourdet. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes psychiatre. Maurice Signolet, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là, vous êtes commissaire divisionnaire honoraire. Docteur Patrick Ourdet, je me tourne vers vous d'abord. Il y a beaucoup de disparitions chaque jour en France, mais celle-là particulièrement a bouleversé les Français. C'est d'ailleurs le titre de notre soirée en direct, ce meurtre qui bouleverse les Français. Pourquoi, selon vous, cette affaire particulièrement a dès le début bouleversé les Français? C'est une femme qui est jeune, qui apparaît mignonne sur les photos que l'on peut voir, qui est intelligente, qui est très bien intégrée dans le village. Elle participe, j'ai bien compris, aux activités de la paroisse. Elle a tout, je dirais, pour plaire. Et tout d'un coup, dans un enchaînement, mais avec un hasard absolument effrayant, elle rate le bus, elle va à pied, elle croise, on va dire, un prédateur, de moins la personne qui va l'agresser, la tuer. Et ça paraît tellement sidérant que ça fascine. On est fasciné par les faits. Mais cette fascination, est-ce qu'elle a quelque chose d'un peu morbide, d'un peu obscène? Moi, je dirais oui. Ça me fait penser à l'histoire de Jonathan Davan, où il y a aussi dans une marche blanche qui avait eu lieu, comme pour les affaires Dutroux, pour toutes ces affaires-là qui sont effrayantes d'un côté, et tout ce qui est effrayant fascine. Donc les gens veulent toucher un peu, veulent voir, veulent être présents, veulent dire j'y étais. Maurice Signolet, commissaire divisionnaire honoraire. En fait, quand il y a une pression médiatique sur une affaire, comme ça a été le cas là, vous avez connu, vous, beaucoup d'affaires, bien évidemment, mais est-ce que c'est plutôt une aide ou c'est plutôt un handicap dans une enquête? Très sincèrement, c'est un grand handicap. Et à l'occasion de cette affaire, je dois saluer vraiment la qualité du travail des gendarmes. Parce que non seulement ils ont cette capacité de mobilisation de personnel qui fait la force de la gendarmerie, mais surtout ils ont su garder le silence, savoir préserver au maximum tous les éléments qu'ils avaient d'enquête. Et là, très sincèrement, vous voyez par exemple le fait qu'on retrouve le pantalon de la jeune fille plus tard, etc. Ça n'a pas du tout transpiré dans la presse, pour le déroulement de l'enquête, c'était vraiment primordial. Et ce n'est pas le cas dans toutes les affaires, parce qu'il y a beaucoup d'affaires où on donne tous les éléments tout de suite. Donc ça a été un choix qui est un peu surpris. On en avait parlé, nous d'ailleurs, dans la quotidienne sur ce plateau. On se disait, c'est assez étonnant qu'il n'y ait aucun élément
qui filtre. Or, vous me dites, c'est primordial, ce silence et ce secret pour l'affaire. C'est essentiel, c'est primordial, ne serait-ce que pour le déroulé de l'enquête et de la procédure ultérieure. Lorsque vous allez avoir en garde à vue la personne, si tous les éléments que vous aviez pu réunir ont déjà transpiré dans la presse, vous allez avoir énormément de difficultés à bien élaborer votre garde à vue. Non, là, vraiment, je dois saluer le travail des enquêteurs. Alors, je vous dis d'abord, au niveau de la mobilisation, c'était vraiment hors pair, hein, et surtout dans le sérieux du déroulé de l'enquête. Alors, vous avez dit, on donnait énormément d'éléments. Non, les enquêteurs, généralement, ne donnent pas d'éléments. Il y a des enquêteurs journalistiques qui prennent, qui découvrent, qui font également d'autres, des enquêtes, j'allais dire, parallèles, sans se rendre compte qu'ils vont court-circuiter la bonne marche de l'enquête. On va tout de suite partir en Isère. Nous attend Jérémy Durand, qui est journaliste à Radio Isa, parce que là-bas, sur place, ça a été immédiatement une émotion très forte. Bonsoir, Jérémy, merci d'être en direct avec nous. C'est vrai que l'émotion a été très forte rapidement. C'est peut-être aussi parce qu'on est dans une région, dans un endroit plutôt calme. Oui, plutôt calme, effectivement, mais c'est vrai que ça a marqué tout le monde. Il faut dire que quand même, Villefontaine, c'est une ville de 19 000 habitants. On ne va pas dire que tout le monde se connaît, mais beaucoup de personnes se côtoient, il y a du travail associatif. C'est une ville jeune, assez dynamique, c'est vrai. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes très, très marquées par cette affaire. Et puis aussi, il faut le dire, Jean-Marc, on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça une affaire très marquante, celle de la petite Maëlys. Et j'entendais tout à l'heure votre expert le dire. C'est vrai que là, dans cette affaire-là, on est quand même plus prudent au niveau des informations qui peuvent filtrer parce qu'il y a une jurisprudence de l'affaire Maëlys. Ouais, alors Jérémy, vous allez passer la soirée avec nous, vous êtes sur place et vous aurez l'occasion de nous expliquer comment les choses sont vécues au fur et à mesure. Un mot également, Stéphanie Germani, docteur en psychologie, sur le pourquoi cette affaire passionne les Français et horrifie en même temps. C'est ce mélange, le docteur Patrick Ourdet le disait, c'est ce mélange entre l'horreur et l'intérêt. Alors d'une part, on est quand même dans une société de consommation où la fascination pour l'esthétisme, la beauté, active beaucoup de choses au niveau de l'inconscient. Hein. Comme vous le disiez, c'est pas anodin, la victime est quand même très très belle. Donc forcément, à partir de l'image, on peut solliciter beaucoup de choses au niveau de l'inconscient. L'autre point qui est aussi important, c'est effectivement, Freud le dit très très bien, dans notre inconscient, nous sommes tous des pervers polymorphes. Nous avons tous des pulsions exhibitionnistes, voyeuristes, sadiques, etc. Mais on les refoule. Donc lorsque les médias nous proposent sur un plateau d'argent des séquences comme telles, eh bien finalement ça va nourrir l'inconscient. Donc à la fois ça nous répugne, mais à la fois ça fait écho et donc forcément les gens continuent à s'alimenter en essayant, comme vous le disiez mon confrère, de toucher de plus près en fait l'affaire qui les dépasse et qui résonne en eux quelque part. Maître Deguerre, je vous vois acquiescer. Oui, non, je suis d'accord. Et puis, il y a ce qui marche ou ce qui fonctionne toujours avec les faits divers. C'est-à-dire qu'on a une disparition pour laquelle on n'a pas d'explication. La mayonnaise prend à un moment donné pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Et puis ensuite, des conditions de découverte du corps, ce ruisseau dont on sait que ça va enlever un certain nombre d'éléments, la forêt. Et puis, c'est vrai, ce que disait tout à l'heure le journaliste, c'est que en Isère, depuis quelques années, il se trouve qu'ils ont eu une affaire qui a eu beaucoup d'écho. Et donc, quand cette jeune fille, elle disparaît, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est pas encore un potentiel prédateur, un serial killer et autre chose. Il y a tout cet inconscient qui tout d'un coup vient se concentrer dans cette affaire et qui fait qu'on est captivé. Alors, mardi dernier, Ludovic Bertin, 25 ans, a donc été interpellé dans une station-service de Saint-Quentin-Fallavier. Lors de sa garde à vue, le jeune homme a reconnu son implication dans le meurtre de la jeune Victorine. Il a indiqué avoir croisé la jeune fille par hasard près du parking du stade de la Prairie. D'après ses dires, il aurait alors bousculé involontairement et une altercation aurait éclaté. Pris de panique, il aurait alors étranglé Victorine à 2 reprises et aurait ensuite jeté son corps inanimé dans le ruisseau. Des déclarations qui correspondent aux conclusions de l'autopsie qui a révélé des traces d'étranglement et une noyade avec intervention d'un tiers. Mais les aveux de Ludovic n'ont pas pour autant convaincu les enquêteurs et de nombreuses zones d'ombre restent encore à éclaircir, notamment le fait de savoir s'il y a eu une agression sexuelle. Car quand Victorine a été découverte, son pantalon lui avait été retiré. Les enquêteurs cherchent également à s'assurer que le jeune homme a agi seul sans bénéficier de complicité extérieure. Et ils cherchent à découvrir si cette rencontre était réellement fortuite ou si Victorine était suivie.
Le profil de Ludovic est donc épluché pour en savoir plus. Sa vie personnelle est passée au crible. Et dans son entourage, les langues se délient, notamment concernant sa vie conjugale. Alors tout de suite, je vous propose de faire un point sur l'avancée de l'enquête avec les toutes dernières informations de ce week-end en particulier, car plusieurs témoignages clés ont été diffusés sur les chaînes de télé. Regardez. Après les aveux et la mise en examen de Ludovic Bertin, dans l'affaire Victorine à Villefontaine, c'est le soulagement. Mais Ludovic, 25 ans, ne semble pas encore avoir livré tous ses secrets. Suspecté de meurtre, de tentative de viol, de séquestration et d'enlèvement, il a partiellement avoué les faits lors de sa garde à vue. En revanche, il évoque seulement une dispute qui aurait mal tourné suite à une bousculade alors qu'il faisait son jogging. Une thèse qui paraît peu crédible au vu de la personnalité très conciliante de Victorine. Quand on connaît Victorine, cette jeune fille qui est décrite comme quelqu'un de très gentil, qui n'est pas dans l'agressivité ni la violence, on imagine mal que d'une simple bousculade, ça dégénère de la sorte et qu'elle puisse s'emporter à tel point que quelqu'un l'étrangle. D'autant plus que Ludovic nie le mobile sexuel, alors même que le pantalon de la jeune fille lui a été retiré et a été retrouvé à proximité de son corps. Le parquet n'est donc pas convaincu par les explications données par le suspect. Les enquêteurs poursuivent donc leurs investigations sur les circonstances du crime, et notamment concernant les chefs de séquestration et enlèvement pour lesquels le dossier a été ouvert. Car étrangement, malgré l'important dispositif déployé, ce n'est qu'au deuxième jour débattu que le corps de Victorine a été découvert. Pendant 48 heures, 130 gendarmes et des chiens renifleurs ont écumé la rivière et ses alentours. Alors, comment le corps de la victime a-t-il pu échapper à leur vigilance? S'il est possible qu'il ait été dissimulé par les branchages, il y a tout de même une zone d'ombre à éclaircir. Les gendarmes veulent s'assurer qu'il n'y a pas eu un rapt avant le meurtre de la jeune fille. Et ce n'est pas le seul élément qui pose question dans ce dossier. Les amis de Ludovic viennent tout juste de livrer des témoignages troublants. Pour eux, Ludovic n'était pas en mesure de faire du jogging. Ouais, les accidents de voiture, les accidents de camion, le transport, il peut passer. Tout l'été est en appel, tout l'été est en galère, il ne pouvait pas marcher. Dès lors, la question est de savoir si Ludovic avait repéré Victorine au préalable et s'il l'a suivie jusqu'à ce coin isolé, ou s'il s'agit réellement d'une rencontre fortuite. Les amis du jeune homme sont particulièrement choqués, tous le considéraient comme quelqu'un de bien. Mais une des voisines de Ludovic n'est pas du même avis. En effet, cette habitante de l'immeuble du suspect le décrit comme particulièrement violent. Poli et courtois, à l'extérieur selon elle, mais Ludovic aurait été bien différent dans l'intimité de son appartement. Elle affirme qu'il frappait sa compagne régulièrement et que les insultes fusaient. Dans la vie de tous les jours, vous le croisez, il dit bonjour, mais voilà, absolument pas agressif. C'est que quand il montait en colère avec sa femme, que ça partait... Voilà. J'ai entendu souvent des coups dans les murs, du verre brisé, des choses lancées contre les murs. Beaucoup de bagarres, beaucoup de cris, beaucoup d'insultes. Alors là, les insultes, quand les engueulades commençaient, alors là, ils ne savaient pas s'arrêter ni l'un ni l'autre. Pour le moment, le parquet refuse toujours de dire si le suspect était sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits. Néanmoins, le procureur a balayé la thèse selon laquelle Ludovic aurait eu des complices. Un suspect qui a été interpellé, qui reconnaît son implication dans le meurtre et il indique avoir été seul, ce qui pourrait correspondre tout à fait à la situation. L'enquête débute, on verra bien s'il y a des choses qui devaient changer,
qui doivent changer par la suite. Mais actuellement, on est vraiment sur l'hypothèse d'un crime commis par un individu seul. Voilà donc pour ces déclarations du procureur. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Maurice Signolet, d'abord, commissaire divisionnaire honoraire. Oui. On a des nouveaux éléments là, depuis ce week-end quand même sur la personnalité de ce garçon et sur son histoire. Il a commencé par expliquer qu'il faisait du jogging et puis qu'il a bousculé par hasard Victorine. Et là, on découvre que visiblement il avait eu un accident, qu'il avait du mal à marcher, donc il ne pouvait pas faire de jogging. Ça veut dire qu'on est en train de démonter petit à petit sa version. Tout à fait. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a avoué? Il a avoué ce qui est paru dans la presse. C'est-à-dire un étranglement, une noyade, une bousculade. Alors, l'étranglement n'était pas paru dans la presse, visiblement. C'est quelque chose qui était resté un peu confidentiel. Le résultat de l'autopsie avait parlé quand même d'un étranglement. Ouais. Et donc, lorsqu'il était interpellé lors de sa première audition, manifestement, il a collé sa version à ce qu'on avait déjà, ce qui a été connu de tous. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, moins on en dit dans la presse, mieux c'est pour l'enquête. C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'il avouait ce qui était public. Tout à fait. Hein, c'est ce qui ressort. Je suppose, je l'espère et j'en suis persuadé même, que les enquêteurs font lors du début de la garde à vue, font ce qu'on appelle une audition, ce que les juges appellent une audition de première comparution, ce que les policiers appellent la première audition. On laisse la personne donner sa version. Hein, on la laisse dérouler son histoire pour bien prendre acte de ce qu'il dit. Et généralement, on le laisse aller pour justement après, tout doucement, calmement, au vu des éléments en possession des enquêteurs, pouvoir démonter tout ça. Là, en fin de compte, je dirais que l'enquête commence quelque part. Hein, les éléments qu'on vient d'apprendre, le fait qu'il avait du mal à marcher à la suite d'un accident, sa personnalité, j'allais dire, l'enquête véritable va commencer pour déterminer la responsabilité exacte. Ce qui est intéressant, c'est dans la méthode d'enquête que vous nous expliquez ce soir. C'est-à-dire que la première audition, on lui dit « racontez-nous ». Racontez-nous ce qui s'est passé et on ne le contrarie pas. Il faut toujours faire comme ça. Il faut toujours faire comme ça. Hein, alors, certains policiers appellent ça des PV de chic. Hein, des fois, c'est pour chiquer le plus possible, dire c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, et puis après, tout doucement, on y va. Cette première audition, elle est primordiale parce que la relation qui va se passer entre la personne mise en cause et l'enquêteur est essentielle. Si l'enquêteur se montre trop brut dans sa façon d'aborder, etc., le dialogue ne passera pas. Il faut absolument, je vous dis, laisser la personne librement raconter son histoire. Alors, quelquefois, c'est beaucoup plus facile après pour mettre en avant ses contradictions. Hein. Mais c'est l'essentiel. Mais ça veut dire aussi qu'il doit se créer un lien entre l'enquêteur et la personne, même si elle est soupçonnée d'avoir commis quelque chose d'aussi terrible que ce meurtre de Victorine. Il doit se créer un lien de confiance quand même entre l'enquêteur et la personne qui est interpellée, qui est suspectée. On ne peut pas appeler ça un lien de confiance. On peut appeler ça un lien de réciprocité. Il ne faut pas que l'individu qui est en face de vous trouve en l'enquêteur quelqu'un d'abrupt. Vous voyez, bien sûr, au fond de vous-même, l'enquêteur est convaincu du drame vécu par la victime, est totalement convaincu de l'atrocité du fait, mais quelque part, il ne faut pas qu'il le montre. S'il le montre, les relations avec la personne gardée à vue va s'en trouver obérées. Ça serait une mauvaise chose. Alors, sur la personnalité, il y a des éléments également dans ce qu'on vient de voir, ce qui a été diffusé sur les chaînes ce week-end, Dr Patrick Ourdet. Alors, tout le monde au départ dit, mais c'était un garçon qui semblait gentil. Et puis, petit à petit, là encore, on a des témoignages qui viennent compléter. On a cette voisine qui nous dit, ah oui, mais il était brutal. Il y avait beaucoup d'insultes. Il frappait sa femme. On a toujours le sentiment que c'est au départ quelqu'un comme les autres. Et quand on va fouiller un peu, on s'aperçoit qu'il y a une deuxième personnalité presque cachée. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que enfin, moi, j'ai eu quelques renseignements sur son passé. Il a quand même un passé délictuel qui n'est pas anodin. Il a fait du trafic, etc. On va y revenir dans un instant puisqu'on va faire son portrait. Voilà. Et il est violent, d'un côté. Et il est, je dirais, un peu l'antinomie de sa victime. Sa victime, on a l'impression de voir une jeune femme relativement douce, cultivée, qui participe, je l'avais dit tout à l'heure, aux activités de la paroisse, qui est intégrée socialement, qui fait des études au-dessus du bac,
qui marche bien. Lui, c'est beaucoup plus compliqué. Il avait ouvert une entreprise qui n'a pas marché. Il a eu des problèmes avec la police, mais il n'a jamais eu de condamnation. De condamnation. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, il est un petit peu l'antinomie de ce qu'était Victorine, je dirais même au niveau physique. Lui, il se vit comme beau gosse, mais pas avec les mêmes critères qu'elle. Lui, il pense que tout le monde doit tomber sous son charme. Avec sa femme, il y a des relations de violence, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il veut posséder, il veut avoir, et comme il y a un surmoi qui me paraît quand même assez déliquescent, tout ce qui est autour de lui, c'est pour lui, est à lui. Donc, normalement, les gens cèdent sous son poids de force physique ou mentale, et s'ils ne cèdent pas, à ce moment-là, c'est des actes de violence. On va aller justement en Isère, on va rejoindre Jérémy Durand, journaliste à Radio Isa, qui est avec nous et qui suit ce dossier pour notre émission depuis le début. Jérémy, quelle était la réputation de ce garçon au fond dans le quartier? Il était connu, parce que c'est vrai qu'au départ, tout le monde disait gentil garçon, et puis finalement, plus le temps passe, et moins il est gentil, j'ai envie de dire. En fait, c'est un homme qui a eu un passé délictuel, vous l'avez dit, et qui s'était un petit peu rangé. Il était désormais chauffeur-livreur, donc auto-entrepreneur. C'est vrai qu'il voulait passer, justement, ce passé sous silence, en terminer avec ses petites affaires. Mais, vous l'avez dit, quand même, il a été connu pour notamment des vols, pour du port d'armes, pour de la destruction. Il a eu aussi donc des condamnations en 2017 et 2018, sans être écroué. Il était sous bracelet électronique, et là, c'est la première fois qu'il connaît la détention. Donc, c'est dire que c'est un jeune garçon quand même qui a eu un passé un peu tumultueux. Vous allez le dire, c'est vrai, il a aussi une fratrie recomposée, 7 personnes, l'avant-dernier de cette fratrie, et il a perdu son père à 9 ans. Alors, qui est vraiment Ludovic Bertin? Il est auto-entrepreneur, marié, papa d'un bébé de 6 mois. Et aujourd'hui, il se retrouve au cœur donc, de cette sordide affaire de meurtre. Ludovic Bertin, 25 ans, n'avait jusqu'ici pas fait parler de lui, ou en tout cas fait parler de lui que pour des délits de droit commun, pas pour des crimes, pas pour des meurtres, mais peu à peu, l'enquête révèle le vrai visage du jeune homme. Né à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, Ludovic a sombré dans la délinquance alors qu'il était encore mineur. Son casier judiciaire comporte une dizaine de mentions, d'abord pour des histoires de port d'armes, de vol, de destruction ou de stupéfiants. Puis au fil des années, il aurait commencé à côtoyer des délinquants plus chevronnés et aurait été mêlé à des affaires plus graves comme des carjackings ou des braquages. Et si Ludovic a toujours réussi à échapper à la casse-prison, il a dû, et on le voyait à l'instant, porter un bracelet électronique durant plusieurs mois. Mais à Villefontaine, la plupart des habitants ignoraient tout de son passé de délinquant. La majorité de ses voisins le décrivent comme un jeune homme gentil, poli, et l'annonce de son arrestation a été un véritable choc. Mais en se penchant davantage sur la vie privée du suspect, les enquêteurs ont découvert qu'il traversait une mauvaise passe, notamment dans sa vie sentimentale. Depuis 1 an, certains de ses proches ont affirmé qu'il avait changé, qu'il consommait davantage de drogue et notamment de la cocaïne. Sur les réseaux sociaux, Ludovic s'affichait avec de belles voitures, de grosses motos ou encore au bord de piscines luxueuses. Il était jusqu'ici au-dessus de tout soupçon, mais comble de l'horreur. Le meurtrier présumé de Victorine avait participé à la marche blanche en hommage à la jeune fille. Portrait d'un jeune homme au double visage. Interpellé mardi dernier, Ludovic est mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre, précédé de tentatives de viol. Malgré les lourdes charges qui pèsent contre lui, cet habitant de Villefontaine a tout d'un père de famille ordinaire. Marié depuis bientôt 3 ans, il est chauffeur-livreur et papa d'un enfant en bas âge. Originaire de Martinique, Ludovic est né le 25 mai 1995 à Vénissieux. Il est l'avant-dernier d'une fratrie recomposée de 7 enfants. Et son enfance a été marquée par le décès de son père lorsqu'il n'avait que 9 ans. Depuis une vingtaine d'années, sa famille est installée dans le petit village de Bonnefamille, près de Villefontaine. C'est donc dans l'école du village qu'il a effectué sa scolarité, tout comme les enfants de la famille de Victorine. Romane, l'une des sœurs de Victorine, pense d'ailleurs avoir été en classe avec l'un des frères de Ludovic. Mais sous ses airs de père de famille rangé, à tout juste 25 ans,
Ludovic est déjà bien connu des services de police, notamment pour des affaires de stupéfiants, vols et outrages. Né dans le Rhône, le jeune homme est même décrit comme un petit délinquant local. De petits délits, il s'est rapidement retrouvé impliqué dans des affaires plus sérieuses, encouragé par ses mauvaises fréquentations. Port d'armes, destruction, délits routiers, le jeune homme finit vite devant les juges, qui le condamnent à plusieurs mois de bracelet électronique. En 2019, le tribunal de Lyon le condamne également pour des vols avec effraction commis en 2017 et en 2018. Pourtant, il n'a jamais été écroué. Il y a eu des condamnations à des peines d'emprisonnement qui ont fait l'objet d'aménagements. Le casier judiciaire de Ludovic est bien fourni. Mais après la naissance de son fils, il semblait comblé. Et c'était enfin assagi. Dès lors, difficile d'imaginer qu'il aurait pu commettre un meurtre. Encore aujourd'hui, le passage à l'acte criminel est très très difficile à prédire. Et pour le moment, le meilleur prédicteur du passage à l'acte, c'est précisément le passage à l'acte. Pourtant, malgré ses antécédents judiciaires, Ludovic semblait au-dessus de tout soupçon. D'ailleurs, dans son quartier, ses voisins tombent des nues. Quand je l'ai croisé la dernière fois, il me parlait de sa société, que ça allait bien. Franchement, je pensais pas qu'une personne comme ça puisse en arriver à là. Voilà, c'est vraiment le profil qu'on n'attendait vraiment pas. Selon plusieurs témoignages, il aurait même participé à la Marche Blanche, en mémoire de Victorine. D'après les habitants du lotissement, dont il occupait un appartement au rez-de-chaussée, Ludovic était très apprécié. Sa voisine n'a jamais constaté de regard ou de geste déplacé de sa part. On le décrit comme un jeune homme tranquille, gentil et poli, bien loin de l'image fantasmée que l'on pourrait se faire d'un prédateur ou d'un meurtrier. Les faits divers regorgent de Monsieur Tout-le-Monde, le fameux Monsieur Tout-le-Monde qui s'avère un jour être un terrible meurtrier, à moitié fou. Et là, c'est vraiment tout ce que l'enquête va pouvoir dévoiler. D'après l'avocate de la famille de Victorine, Ludovic ne connaissait pas la jeune fille. Ils n'avaient en commun que leur quartier. Avec sa femme, Ludovic vivait à 800 mètres à vol d'oiseau du domicile de la jeune fille. Pourtant, il ne semble pas que Ludovic ait déjà croisé sa route avant ce tragique samedi de septembre. Aucun mobile particulier n'a été évoqué par le mis en examen, si ce n'est cette rencontre fortuite avec Victorine, qu'il ne connaissait pas avant et qui aurait, selon ses dires, mal tourné. Pour l'heure, les motivations exactes de Ludovic sont encore floues. Toujours est-il qu'au moment du crime, il connaissait plusieurs déboires, tant professionnels que sentimentaux. Il était en conflit permanent avec sa compagne et sa belle famille. Le jeune homme venait également d'échouer dans une affaire de négoce de pièces automobiles. Une activité qu'il l'avait lancée en tant qu'auto-entrepreneur. D'après un voisin, chez Ludovic, on entendait souvent des cris. La situation était telle que sa compagne avait même fini par quitter l'appartement avec leur nourrisson. Et selon un ami du jeune homme, Ludovic était dans une mauvaise passe. Depuis 1 an, il avait commencé à changer, mais noyait ses problèmes dans la drogue, en consommant notamment de la cocaïne. La dernière fois qu'il l'avait vu, l'un de ses voisins l'avait d'ailleurs trouvé particulièrement bizarre. Il était un peu mou, on va dire. Un peu mou. Il était mou dans sa façon de parler. C'était pas... Alors que d'habitude, il était un peu plus dynamique, on va dire. Et quand je lui ai parlé de l'affaire de cette pauvre fille, ben, il esquivait un peu le sujet. Ouais,
Ça se voyait qu'il était mal, il se sentait mal. Parce que je lui parlais de ça, je disais il va pas faire long feu le suspect. Retour en direct sur le plateau de cette émission spéciale consacrée à Victorine. Stéphanie Germany, docteur en psychologie. On commence à avoir beaucoup d'éléments là pour tracer son portrait psychologique. On est loin du gentil garçon qu'on décrivait dans un premier temps et du garçon qui faisait pas de vagues. Ah oui, pleinement. Là, si je devais être experte sur le dossier, dresser un profil, la première chose que je mettrais en avant, c'est la toute-puissance narcissique. Ça n'est jamais anodin. Quelqu'un qui met sur son Instagram ou sur Facebook, peu importe, des photos où il est à côté de piscines luxueuses, où il montre en fait ses voitures, où il est finalement dans une forme de mégalomanie. Regardez ce que je possède, regardez ce que je détiens. Donc là, on voit qu'il y a une forme quand même de toute puissance. Autre élément quand même important à souligner, il y a quand même un parcours particulier. Naître dans une famille où il y a une fratrie importante, ils sont 7. Déjà, ça peut laisser entendre que de trouver sa propre identité, de trouver sa place dans un groupe familial et ensuite social, ça peut être compliqué. La perte du père. On voit bien effectivement que peut-être la castration, c'est-à-dire les limites, les interdits qui sont introduites par la figure paternelle, ça n'a pas eu lieu. Et là, ce qui va être intéressant, c'est la question judiciaire. C'est-à-dire que ce monsieur a commis énormément de délits sans passer par la case prison. Et ça, c'est jamais sans conséquence. Pourquoi ? Parce que ça alimente la toute-puissance narcissique. C'est-à-dire, vous faites une bêtise, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Une deuxième, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Donc, si vous voulez, petit à petit, il va y avoir le narcissisme qui va grandir, les pulsions qui vont prendre beaucoup plus d'importance. Et effectivement, le parcours criminel peut commencer au départ par des petits délits, mais s'il n'y a pas de castration, ça peut amener jusqu'au crime. Et ça, il faut bien le préciser. Maurice Signolet, commissaire divisionnaire honoraire, quand on interroge quelqu'un dans un dossier comme ça, est-ce que sa réputation, voilà, parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, on parle de réputation numérique, mais réputation dans un quartier, est-ce que ça joue dans la façon dont on l'aborde ? Non, parce qu'il faut l'avoir en arrière-pensée. Mais il faut se polariser sur le fait qu'on est en train de traiter. Si jamais on se laisse distraire, ou si on se laisse influencer par ça, on aura un mauvais déroulement de la procédure. Vous voyez, je m'explique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit conscient de la personnalité, etc. Mais si on arrive en disant, tu te rends compte ce que tu as fait, puis alors avec tout ce que tu as derrière, on va se retrouver face à un blocage. La garde à vue, c'est un moment de psychologie très forte, très fort. S'il y a un jeu d'acteurs, c'est un jeu d'acteur. C'est un jeu d'acteur de la part du policier. Et il faut que justement ce policier mette en réserve tous ses a priori. Sinon, il aura énormément de mal. Par contre, ce que vous avez expliqué sur la notion de faute qui n'est pas sanctionnée, etc., on ne va pas faire ici le procès de la justice, mais je crois que c'est important de le rappeler. Alors justement là-dessus, maître Philippe-Henri Honegger, vous qui êtes avocat, donc vous passez votre temps à défendre justement des gens pour qu'ils n'aillent pas en prison. Là, ce qu'explique Stéphanie Germany, c'est que la prison, c'est quand même une sanction à un moment qui peut faire changer l'état d'esprit des gens. Pas de prison, ça peut être compris comme pas de sanction et ça peut emmener, si j'ai bien compris ce qu'a expliqué Stéphanie Germany, et ça peut emmener des gens à aller beaucoup plus loin. Non, j'ai bien entendu. Maintenant, il y a une condamnation, c'est-à-dire un passage devant un juge. Rien que ça, déjà, c'est une sanction. Je ne connais pas l'intégralité de son casier judiciaire, mais... Oui, mais il n'y a pas de prison. D'accord, mais en France, il se trouve qu'il y a tout un tas de sanctions, dont la prison est la pire. Ça veut dire qu'une amende, c'est une sanction. Du sursis, c'est une sanction qui fait peser une épée de Damoclès et qui souvent empêche les gens de recommencer. On parlait de bracelet électronique, c'est qu'en réalité, il a été condamné à de la prison ferme et qu'on lui a dit soit vous exécuterez cette peine en prison si vous ne présentez pas des gages suffisants de réinsertion, soit si vous faites des efforts justement, vous pourrez l'exécuter à l'extérieur de la prison, c'est-à-dire avec le bracelet électronique. Mais là on voit peut-être justement son double personnage, c'est-à-dire gentil à l'extérieur et plus violent à l'intérieur. Donc avec un bracelet, ça permet de faire... Ce que je veux dire par là, c'est que dire il n'y a eu aucune sanction, donc en fait ça lui a permis de graduellement faire de plus en plus, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'il y a eu des sanctions et qu'il a plutôt eu tendance à se conformer aux obligations qu'on lui imposait. Après, il faut faire attention à une chose, c'est pas parce qu'on a
a trempé un peu dans des stupéfiants, c'est pas parce qu'on a volé des sacs à main, c'est pas parce qu'on a fait telle ou telle chose qu'on a le profil de quelqu'un. Enfin, ce qu'on lui reproche, c'est quand même très différent. On parle d'un meurtre précédé d'une tentative de viol. C'est quelque chose qui est radicalement différent. Venir tisser un lien comme ça, c'est pas forcément évident. C'est pas parce qu'il a fait l'un qu'il fera forcément l'autre, et c'est pas parce que il aurait commis ces faits-là que ça peut être expliqué par le fait que 2 ans, 3 ans avant, il ait trafiqué des stupéfiants. Alors, on est en 2020, et en 2020, c'est vrai qu'il y a le numérique qui joue un rôle important, et en particulier, tout le monde aujourd'hui est un peu enquêteur. Il n'y a pas que les policiers, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Et je voudrais, pendant que je parle, vous montrer une vidéo qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux. C'est celle postée par Samuel Bertin. C'est le frère de Ludovic Bertin. Et une semaine après la découverte du corps de Valentine, bien avant que son frère ne soit interpellé et mis en examen, le 4 octobre dernier, il a posté sur Facebook cette vidéo supposée rendre hommage à Victorine Dartois. Mais cette publication est pour le moins étrange et pose question, maintenant que l'on sait que c'est son frère Ludovic qui aurait commis le crime. On voit quelqu'un qui peut être lui ou son frère avec ces mots, Victorine, que vous découvrez à l'écran, non à la violence. Et puis il a face à lui une fille à qui il demande de se déshabiller. À ce moment-là, on ne savait pas que c'était son frère encore qui allait être inculpé, en tout cas mis en cause dans ce dossier. Juste un mot là-dessus, peut-être, docteur Patrick Courdet. Elle est troublante, cette vidéo, parce que ça mélange l'hommage à une jeune fille morte, ça mélange du sexe en même temps. C'est assez troublant. C'est assez effrayant. Moi, je l'ai trouvée très effrayante quand je l'ai vue, parce que cette fille, on a l'impression qu'elle est conditionnée pour se déshabiller. Ouais. Quelqu'un qui reste impassible, qui a, je dirais, un profil un peu négroïde ou quelque chose comme ça, comme l'est un petit peu, j'ai l'impression, Ludovic. Son frère, oui, tout à fait. Bon, et on a l'impression que il est spectateur, mais spectateur pour l'instant, on a l'impression passif, qui regarde, qui exige quelque chose. Et en même temps, il écrit Villefontaine en deuil, là on le voit en ce moment à l'écran, c'est un niveau très troublant. Les dessins sont assez, moi je dirais, je ne sais pas quel âge a son frère, mais c'est quand même d'un côté très fouillé, mais c'est grossier. Ouais, et ça crée un malaise. Ils sont très grossiers, qui donnent un profond malaise. Ouais, et je rappelle que le frère, pour l'instant, n'est pas du tout partie prenante dans ce dossier. Mais voilà, c'est vrai que je voulais vous montrer ces éléments parce que c'est assez troublant. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Je vous propose maintenant de découvrir notre enquête exclusive que nous avons réalisée sur place à Villefontaine. 40 minutes pour mieux comprendre ce qui s'est passé ce jour-là et surtout comment on en est arrivé à découvrir cet homme, Ludovic Bertin, qui affirme avoir assassiné Victorine. Voici donc ce document exclusif réalisé par nos équipes de crimes et faits divers. Victorine, c'est un prénom qui est devenu familier pour de nombreux Français. Voilà près d'un mois que la France entière retient son souffle dans cette affaire. Même sans la connaître, c'est pas la peine de connaître les gens pour compatir à leur douleur. Des premières heures de la disparition de la jeune femme jusqu'à ce terrible jour où son corps, avec des ecchymoses, a été retrouvé près d'un ruisseau. On a du mal à accepter que notre sœur soit partie trop tôt. À cet âge-là, 18 ans, c'est très jeune. Je vous souhaite vraiment pas de vivre ça. Est-ce un détraqué sexuel? Est-ce quelqu'un qu'elle connaissait, qui l'a intercepté? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais depuis quelques jours, l'affaire connaît des rebondissements incroyables. Le meurtrier présumé de Victorine a en effet été arrêté. Il va avouer avoir tué Victorine et il va même expliquer comment il l'a fait. Il encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Mais que s'est-il vraiment passé ce 26 septembre 2020? Victorine aurait-elle pu échapper à la mort? Et qui est cet homme qui avoue l'avoir tué? Découvrez les dessous de cette histoire glaçante qui bouleverse la France. Nous sommes en Isère, à Villefontaine. Une petite ville de 19 000 habitants, située près de Lyon. C'est ici que vit Victorine, 18 ans, avec sa famille. On est dans une petite commune où pratiquement tous les habitants se connaissent. Victorine est issue d'une famille soudée. C'est la petite dernière d'une fratrie, elle a 2 grandes sœurs, un frère.
Victorine est une jeune fille pleine de vie, assez introvertie, qui est très studieuse, qui débute sa vie d'étudiante. Victorine vient tout juste de fêter ses 18 ans. Et depuis la rentrée, elle a entamé des études de BTS Communication à Lyon. En fait, Victorine, elle représente l'ange incarné, elle a un joli sourire. On parle d'elle comme d'une personne très empathique, très altruiste. Elle a déjà un groupe d'amis avec lequel elle se balade dès qu'elle le peut. Une fille sans histoire. C'était une fille merveilleuse, c'était quelqu'un qui... Toujours souriante. On peut même pas la décrire. Si elle éclatait de rire, il y a tout le monde qui riait pendant une demi-heure après, parce qu'elle avait un rire tellement... Elle est aimée de tous et elle avait une vraie joie de vivre en elle. Tous ses amis le disent, c'est vraiment la joie de vivre. Le 26 septembre 2020, comme assez souvent, Victorine sort en compagnie de ses amis. Au programme, une journée de shopping dans un centre commercial. Le 26 septembre, c'est un samedi. Victorine a prévu de passer une journée avec ses amis, un groupe d'amis. Il y a non loin une espèce de centre commercial avec les plus grandes marques. Et ils décident tous ensemble d'aller à la fois déjeuner et de faire les magasins. Victorine est avec ses amis et c'est un samedi complètement banal. Elle se balade dans un centre commercial, elles vont même s'arrêter manger une crêpe. Elle porte un pull rose, des créoles, des baskets blanches aux pieds et un sac à main blanc. Donc c'est une journée particulièrement heureuse, une journée sans histoire. Vraiment, tout est fait pour que tout se passe bien et que la journée se termine comme elle a commencé, puisqu'elle doit voir sa sœur le soir même pour faire la fête ensemble. Et donc elle a prévu de ne pas rentrer trop tard, en l'occurrence en fin de journée. Et donc elle devra prendre le bus aux alentours de 18h30, 18h45. Victorine quitte le centre commercial, arrive à la gare routière, et c'est d'ici qu'elle doit prendre le bus qui va la déposer chez elle. Mais rien ne va se passer comme prévu. Pour rentrer chez elle, elle a en fait 2 bus à prendre. Donc elle va prendre son premier bus sans difficulté. Il va la déposer à Saint-Bonnet-Centre. Et puis là, elle doit prendre un autre bus. Mais au moment où Victorine arrive à l'arrêt de bus, celui-ci s'en va. Elle vient de rater sa correspondance. Il y a 37 minutes d'attente, c'est long. Elle décide d'y aller à pied. Elle est pressée, elle veut vite revenir chez elle. Victorine reprend donc la route à pied. Elle doit parcourir près de 2 km. Mais pour cela, elle emprunte un chemin bien connu des habitants. Le chemin qu'il faut emprunter, notamment il faut passer par un bois, un parking, c'est quelque peu dangereux. Mais elle va se dire que, a priori, elle peut le faire, elle l'a déjà fait avant. Elle a pris ce chemin qu'elle connaissait, elle l'avait déjà emprunté, donc pour elle, il n'y a aucun risque. Sur le chemin, elle croise un groupe d'amis. Et ces amis-là lui proposent de la raccompagner. Et elle dit non, c'est pas la peine puisque je connais ce chemin. Vers 19h, la jeune femme décide de prévenir sa sœur. Et pendant ce coup de fil, elle lui donne 3 éléments qui seront très importants. Le premier, c'est qu'elle se situe au niveau du stade. Le second, c'est qu'il lui reste encore 20 minutes avant de rentrer à la maison. Et le troisième élément, c'est qu'elle n'aura presque plus de batterie. Ce sera, hélas, le dernier appel, les dernières nouvelles que la famille aura de Victorine. À partir de ce moment-là, donc aux alentours de 19h, on perd totalement la trace de Victorine. Elle n'est plus joignable, son téléphone n'a plus de batterie. Pendant ce temps-là, à la maison, sa sœur l'attend. Mais 1 heure après son dernier coup de fil, Victorine n'est toujours pas rentrée. La sœur de Victorine comprend très vite qu'il s'est passé quelque chose. Elle a très peur parce que ce n'est pas dans les habitudes de Victorine, lorsqu'elle dit quelque chose, de ne pas le respecter. Elle fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait, Victorine.
Et là, c'est le trouble et la crainte qui s'emparent véritablement de la sœur. Elle va essayer de demander à ses amis avec lesquels elle avait passé justement sa journée du 26 septembre, s'ils ont eu eux-mêmes des nouvelles de Victorine, si quelqu'un l'avait accompagnée, si quelqu'un était avec elle, et à quel moment ils ont perdu eux aussi la trace de Victorine. Je l'ai vue marcher à côté du rond-point, j'ai tapé sur la vitre, je lui ai fait coucou, elle m'a fait coucou, j'ai pris le bus. 1 heure après, on m'appelait, on me disait « T'as pas vu Victorine ?» Je lui dis « Mais si, je l'ai vue, il était bientôt 19h. » Elle répond plus Victorine, et c'est pas normal. La conversation qu'elle aura avec les proches, les amis de Victorine ne vont pas la rassurer, puisque aucun de ses proches n'a raccompagné, aucun de ses amis n'a raccompagné Victorine, et qu'au moment où Victorine a appelé sa sœur, elle était véritablement seule. Il était 19h, la nuit, visiblement, à cette date, était quasiment tombée. Elle traverse donc une zone qui s'appelle le stade de la Prairie. C'est une zone qui est qui a mauvaise réputation, mais elle y va quand même à pied. C'est une zone assez sauvage, assez escarpée. Elle empruntait un chemin qui est mal fréquenté, mal famé. Son téléphone est injoignable. La sœur de Victorine a toutes les raisons légitimes de s'inquiéter. L'inquiétude grandit. À 21h30, la famille décide de signaler la disparition de Victorine à la gendarmerie. Donc évidemment, la famille va se ruer à la gendarmerie pour signaler sa disparition et on va très vite prendre au sérieux sa disparition. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est pas le style de Victorine de laisser sa famille sans nouvelles. Donc à partir du moment où le soir, le 26 septembre, Victorine envoie un message à sa sœur Romane pour lui dire « Je n'ai plus de batterie, je suis sur le chemin du retour », on s'attend à ce qu'elle rentre. Donc forcément, automatiquement, sa famille qui la connaît très bien sait que si ils n'ont pas de nouvelles, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et les gendarmes vont être convaincus parce qu'ils vont prendre cette affaire très au sérieux depuis le début. Sa grande sœur, Romane, publie un message urgent sur Facebook dès le lendemain. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une force de coopération pour tout à chacun, et donc sa sœur va s'en servir. Elle va lancer un appel à témoins. Cette jolie jeune fille de 18 ans qui est ma petite sœur a disparu. J'écris ce message avec beaucoup d'émotion et je compte sur vous pour qu'on la retrouve en bonne santé. Il ne s'agit pas d'une fugue, ce n'est absolument pas son genre. Je vous remercie par avance de nous aider à la retrouver et de partager de partout ma publication. Un appel à témoins qui va être donc lu par plusieurs milliers de personnes de la région, évidemment, pour essayer de savoir si quelqu'un avait rencontré à l'heure dite sa sœur Victorine et s'il serait capable de donner et de fournir des éléments à la fois à la famille et à la fois surtout à la gendarmerie chargée de l'enquête. En fonction de notre personnalité, on a une relation complètement différente face à la peur. Soit nous sommes figés, on ne peut plus bouger, c'est la sidération. Soit on va affronter la peur et donc l'attaquer et renforcer sa combativité à ce moment-là. Et il semblerait que ces sœurs, à ce moment-là, ont démultiplié leurs forces pour tenter de sauver Victorine. Mais alors, où est passée Victorine? Que s'est-il passé cet après-midi-là, à Villefontaine? À cet instant, la famille est loin de se douter du drame qui l'attend. Le 27 septembre 2020, au lendemain de la disparition de Victorine, 18 ans, sa famille est toujours sans nouvelles. Dans les premières heures de la disparition, la famille est dans l'incompréhension. C'est un petit peu comme si ils venaient de recevoir un coup sur la tête, un électrochoc, ils ne comprennent pas bien ce qui se passe. Au départ, c'est un petit peu la panique. Et puis, on part dans toutes sortes d'hypothèses. Donc, il va falloir qu'ils soient suffisamment solides en gardant la tête suffisamment froide. Dans l'après-midi, une importante battue est organisée par ses proches.
On est dans l'action pour retrouver Victorine. Non pas pour ne pas sombrer, mais parce qu'on est persuadé qu'on va la retrouver. Les gens sont déterminés, par amour, peut-être parce qu'ils la connaissent, parce qu'ils connaissent la famille. En fait, cette disparition, c'est comme une intrusion pour tous ses habitants. Parce que cette commune, c'est leur commune. Ils s'y sont attachés, et là, tout d'un coup, c'est comme une effraction, c'est comme une intrusion. Quelqu'un vient semer la panique dans cette sérénité. De leur côté, les forces de l'ordre font appel à un dispositif impressionnant. 130 militaires, un hélicoptère, une équipe cynophile et un groupe de plongeurs sont mobilisés. Dès le départ, la gendarmerie prend très au sérieux cette enquête et elle va déployer des moyens qui sont à l'aune véritablement de l'inquiétude. L'inquiétude que nourrit la gendarmerie. Il n'y a pas que la famille, la gendarmerie est persuadée qu'il s'est passé quelque chose aussi, quelque chose de grave. Dès le lendemain, c'est le branle-bas de combat. Il y a une équipe cynophile et tout est passé au peigne fin. Des chiens qui vont sentir, qui vont essayer de retrouver la piste de Victorine. Il va y avoir également des plongeurs qui vont aller dans le ruisseau qui est assez proche du lieu de disparition, on suppose, de Victorine, qui est le lieu du parking, puisque c'est le dernier lieu où on a eu des nouvelles, où la sœur a eu des nouvelles de Victorine, puisque le dernier appel téléphonique, et c'est confirmé, a borné à ce moment-là, à ce lieu précis. Les recherches se concentrent alors sur ce dernier lieu, le stade de la Prairie. En fait, l'enquête va véritablement se concentrer sur un lieu en particulier, c'est le parking, puisqu'en fait, c'est par rapport au bornage, c'est là où son téléphone, donc le téléphone de Victorine, bornera pour la dernière fois, c'est-à-dire sur le parking à côté du stade. Et à un moment donné, ce soir-là, au stade, il y avait un match de foot. La question qui se pose est de savoir véritablement si, à un moment donné, elle n'aurait pas fait une mauvaise rencontre. Les chiens de l'équipe cynophile, des enquêteurs, des gendarmes s'arrêtent au niveau du stade de la Prairie et c'est là où elle disparaît, elle ne donne plus trace de vie. Cette jeune fille n'a pas pu disparaître comme cela un beau soir, c'est pratiquement impossible. Est-ce un détraqué sexuel? Est-ce quelqu'un qu'elle connaissait, qui l'a intercepté? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais pour la famille, cette hypothèse ne semble pas tenir la route. La famille aurait une certitude à ce moment-là, c'est que Victorine n'aurait pas pu suivre un inconnu, n'aurait pas pu s'arrêter, parler à quelqu'un sur une rencontre comme ça, c'est pas du tout son style. Et elle a la certitude qu'il s'est passé quelque chose de grave. Cette journée de dimanche s'achève donc par un échec. Comme en témoigne Romane, la sœur de Victorine, sur les réseaux sociaux. Il est minuit 5. Ma petite sœur Victorine n'est toujours pas rentrée. Nous sommes sans nouvelles depuis le samedi 26 septembre à 19h. On garde espoir, même si je vous avoue que ça devient très difficile. Plus les heures passent, plus ma sœur est seule, avec des inconnus dehors. Il faudra attendre lundi, fin de matinée, pour avoir les premiers éléments de réponse. Et le lundi matin, l'enquête redémarre, l'enquête se poursuit. Et d'ailleurs, on doit souligner quand même la pugnacité des gendarmes, des forces de l'ordre, parce que véritablement, ils n'ont jamais rien lâché. Grâce aux chiens, ils vont retrouver la trace de Victorine. Ils vont découvrir les chaussures, les baskets, visiblement de Victorine, le sac à main, également de Victorine, et un masque chirurgical. Ils vont les retrouver à la surface de l'eau, à la surface du ruisseau. Et en s'approchant de plus près, ils font une découverte effroyable. Et puis, un peu plus haut, plongeurs vont, hélas, retrouver un
un corps qu'ils ne peuvent pas immédiatement identifier. Un peu plus tard, l'information est pourtant confirmée. Il s'agit bien du corps de Victorine. Il est évidemment trop tôt pour vous dire à quand remonte son décès et quelles en sont les causes. Son corps a été découvert par les équipes cynophiles de la gendarmerie engagées sur place depuis la veille. Il était immergé dans un ruisseau et difficile d'accès. Un médecin légiste s'est rendu sur place et a réalisé la levée de corps. Une autopsie sera réalisée dans les jours à venir. Quand la famille apprend que le corps de Victorine a été retrouvé, ils ne peuvent pas y croire. C'est impossible de réaliser que leur fille, leur amour chéri, le bonheur de leur vie n'est plus là et qu'elle ne sera plus jamais là. Imaginez ce que leur fille a pu vivre durant les dernières heures de sa vie est insupportable pour les parents. Mais ils ne vont pas pouvoir s'empêcher que de refaire ce film et d'imaginer, de ressentir différentes formes de scénarios et surtout toute la souffrance psychique et physique qu'elle a dû supporter. Les proches de la jeune femme, comme sa tante, prennent alors la parole dans les médias pour partager leur souffrance. C'est une situation bouleversante, dramatique. J'espère qu'ils arrêteront celui ou ceux qui ont fait cette atrocité. Elle avait 18 ans, donc qu'est-ce que vous voulez dire de plus? On lui a enlevé sa vie. C'est affreux. C'est un véritable cauchemar, pas seulement pour la famille, mais pour tous les habitants du village qui vont partager la douleur, l'immense douleur de la famille. Au final, on est tous passés à côté du ruisseau en se disant Victorine, on va la retrouver. Et au final, elle était juste à côté de nous, sous l'eau. Et on est tous passés à côté. Et à aucun moment on pouvait se douter qu'il y avait un fou qui avait balancé son cadavre sous l'eau. Sa sœur, Perrine, adresse même un message bouleversant aux Français. Pour vous remercier pour tous vos messages de soutien que vous nous apportez à moi et ma famille. Et du coup, c'est vraiment bien le corps de ma sœur qui a été retrouvé. Je reçois tous vos messages, je suis désolée, je peux pas répondre à tout le monde. Clairement, je peux pas vous répondre parce qu'avec ma famille, nous sommes en deuil. Clairement, on a du mal à accepter que notre sœur soit partie trop tôt. À cet âge-là, 18 ans, c'est très très jeune. Je vous souhaite vraiment pas de vivre ça. Le 4 octobre, une marche blanche en hommage à la jeune femme est organisée à Villefontaine. Un événement qui réunit près de 6000 personnes. Même sans la connaître, c'est pas la peine de connaître les gens pour compatir à leur douleur et puis pour souffrir de ce qui se passe, c'est épouvantable. Jeune fille, enfant, maman, grand-mère, n'importe qui peut vivre ces moments-là et on n'a pas le droit de vivre ça à notre époque. « 6000 personnes qui se réunissent et forment une marche blanche en l'honneur de Victorine. 6000 personnes qui disent non à ce genre de situation. Non à un criminel qui peut se promener indûment et non à ce genre d'injustice. Tout le monde se sent concerné. Victorine représente un petit peu l'enfant de la France, elle est pure, mais c'est aussi l'enfant que l'on porte en chacun d'entre nous. C'est notre propre désir de vivre en paix et en sécurité. Mais qui a pu s'en prendre à Victorine? Que révélera l'autopsie? Et comment les enquêteurs vont-ils parvenir à identifier un suspect? À Villefontaine, quelques jours après la découverte du corps de Victorine, les résultats de l'autopsie tombent. Donc le rapport d'autopsie, lui, a permis d'écarter la cause accidentelle de la mort de Victorine. Il s'agit très probablement d'un homicide volontaire.
Victorine est morte noyée et il y aura des ecchymoses qui seront sur son corps. Et ce sont des ecchymoses qui permettent de caractériser l'intervention d'un tiers dans cette noyade. Donc du coup, on écarte totalement la cause accidentelle de sa mort. Le corps de Victorine est découvert immergé dans le ruisseau et donc il est resté longtemps immergé et donc forcément ça a effacé des traces et notamment l'autopsie n'a pas pu relever certaines traces qui pourraient dessiner un scénario. Notamment on ne peut pas savoir s'il y a eu donc un viol sur la victime. Désormais, l'enquête se poursuit pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. C'est la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble qui prend l'affaire en main. Ce qu'on sait, c'est que pour le parquet de Grenoble, c'est une affaire très sérieuse. Il y a une cellule d'enquêteurs chevronnés qui est mise en place de 10 enquêteurs qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur cette enquête. Ce sont des enquêteurs qui travaillaient aussi sur Nordal-le-Landais et plus 47 autres personnes qui sont également sur le terrain, qui enquêtent. Et puis surtout, et ce qui est assez exceptionnel, il y a 3 juges d'instruction qui sont nommés, qui instruisent cette affaire. C'est assez rare. Les affaires de Victorine sont mises sous scellé. Elles pourraient fournir des indices précieux. Cette cellule spécialisée va trouver un premier élément important pour l'enquête, c'est un conteneur de poubelle qui va être retrouvé sur le parking, là où justement il y a eu la dernière trace de vie de Victorine. L'enquête atteint une efficacité maximale. Il y a 130 personnes qui sont auditionnées en moins de 15 jours, donc c'est énorme, hein, c'est un travail énorme. Il y a 600 personnes qui ont été contactées. Et puis il y a 305 personnes qui appellent au numéro vert et dont on doit vérifier les témoignages. Après plus d'une semaine d'examen, les forces de l'ordre rendent le corps de Victorine à ses parents, ainsi qu'un permis d'inhumer. Son enterrement a lieu le 7 octobre à Bourgoin-Jallieu, à proximité de Lyon. Elle était toujours souriante, elle rigolait tout le temps, elle était aimante, elle rayonnait comme un soleil. C'était la joie de vivre quand on la voyait. Mon cœur saigne aussi quand on est mère de famille, on a cette préoccupation-là pour les soutenir, pour dire qu'on est là, pour être avec eux de cœur, vraiment, de tout cœur. 300 proches et amis prennent place dans l'église. 600 personnes sont sur le parvis de l'édifice où la cérémonie est retransmise sur un écran géant. À partir du moment où la fratrie a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, cette histoire ne leur appartenait plus. Leur histoire ne leur appartenait plus, elle faisait partie de l'histoire publique, elle faisait partie de l'histoire de la France. Donc au moment de l'enterrement, finalement, ça a été presque naturel que l'enterrement soit exposé au grand public. Tu me donnes une force que je n'ai jamais eue auparavant. Je ne pense qu'à toi. Et tu sais quoi? Je n'ai aucun mauvais souvenir avec toi. Aucun. Ma petite fille, je suis très fière de ce que tu étais. Une belle personne, pure, une confidente, une vraie amie, une sœur extraordinaire. Et l'émotion est à son comble lorsque le papa de Victorine prend la parole. À l'enterrement de Victorine, le papa de Victorine dira « J'ai pleuré 4 fois à la naissance de chacun de mes enfants et cette 5e fois en ce jour pour l'enterrement de Victorine. » Le père pleure, il réalise vraiment qu'il a perdu sa fille. C'est viscéral en fait. Ça parle même pas de la tête, ça me parle même pas du... C'est le cœur en fait, c'est son cœur qui parle.
On peut supposer aussi qu'à ce moment-là, les enquêteurs observent cette cérémonie parce qu'il y a toujours un suspect qui est dans la nature, ils ne savent pas qui c'est, ils n'ont pas vraiment de piste à ce moment-là, en tout cas officiellement. Ils examinent les assistants, même si c'est une cérémonie familiale, pleine d'émotions, empreinte d'émotions, mais il y a peut-être quelqu'un qui pourrait être impliqué dans cette affaire, dans cette cérémonie-là. Et après l'émotion et le recueillement, vient le temps des questions. Car depuis 10 jours, la petite ville de l'Isère est plongée dans l'angoisse. Non, tout le quartier a des craintes, hein. Franchement, on peut plus, on va redoubler la vigilance et tout. Et puis, moi personnellement, j'ai dit à ma fille de ne plus sortir seule ou pas emprunter des chemins un peu isolés, quoi. On pensait être dans un quartier qui était sûr et du coup, ça fait un choc, quoi. Il y a une véritable psychose qui s'empare de la commune parce que l'auteur présumé des faits n'est toujours pas interpellé, toujours pas arrêté, donc tous les habitants commencent un petit peu à avoir peur, que ce soit pour leurs enfants ou que ce soit pour leur propre personne. Plus personne ne veut sortir le soir parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'agit de mon voisin? Est-ce qu'il s'agit d'un ami? Finalement, cette personne-là, elle est encore en liberté, elle court toujours et elle peut commettre encore d'autres crimes, elle peut faire de nouvelles victimes, donc la commune est vit véritablement dans l'angoisse. Bien évidemment, la commune, la famille, tout le monde a très très vite envie de savoir qui est responsable. Tant que cette personne n'a pas été arrêtée, il reste un danger pour la famille et pour les habitants. Et d'autre part, parce qu'on a envie de trouver un coupable. Mais l'affaire va prendre un nouveau tournant. C'est une avancée majeure dans l'enquête sur la mort de Victorine Dartois. Un suspect a été placé en garde à vue hier après-midi, près de 3 semaines après la découverte du corps de l'étudiante immergée dans ce ruisseau à Villefontaine en Isère. Mais alors, qui est donc cet homme? Quel lien avait-il avec Victorine? Et surtout, pour quelle raison l'aurait-il assassiné? Le 13 octobre 2020, soit 20 jours après la disparition de Victorine, un homme est arrêté. Le groupe de GIGN va identifier 130 témoins dont ils pensent qu'ils peuvent apporter leur contribution à cette enquête. Ils auront raison puisque sur ces 130 témoins, l'un des témoins va les mettre sur la piste de celui qui va finalement être arrêté. Les enquêteurs réussissent à identifier un suspect qui est au stade de l'enquête toujours présumé innocent, mais c'est un suspect. Eh bien, il habite seulement à 800 mètres du domicile de Victorine. C'est quelqu'un qui habite la même commune, donc ce qui veut dire que peut-être que Victorine le croisait tous les matins. Je me suis dit, c'est quoi le lien en fait entre Victorine et mes voisins? Et ce matin, j'étais choquée, ouais. Je m'y attendais pas que ça soit lui, quoi. Je m'attendais plutôt à quelqu'un, à un fou dehors, mais pas à mon voisin, quoi. L'homme n'est pourtant pas un proche, ni même une connaissance de la famille. Une famille qui espère bien avoir des réponses. Et c'est ce soulagement de se dire, eh bien, cette personne, elle n'est déjà plus dans les rues de Villefontaine. Et puis surtout, maintenant, on va pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et ils attendent, vous l'imaginez, avec beaucoup d'impatience, ce que cette personne a pu relater aux enquêteurs. Un suspect qui est placé en garde à vue. Elle sera d'ailleurs prolongée par un juge d'instruction. Le lendemain de son arrestation, l'identité de cet homme est révélée. Il s'appelle Ludovic. Alors on découvre que c'est un jeune père de famille de 25 ans qui a un enfant en bas âge, qu'il est marié et qu'il est chauffeur-livreur de profession, qu'il a son entreprise à lui, qu'il est a priori rangé des voitures. Et les enquêteurs vont rechercher ses antécédents judiciaires. Et ils vont se rendre compte qu'il a un casier judiciaire. Il est déjà connu défavorablement par la justice puisqu'il a été condamné pour des délits de droit commun et notamment pour des trafics de stupéfiants, pour détention d'armes, port d'armes et même pour des violences.
Mais un autre élément troublant va apparaître concernant ce suspect. Le frère du mis en examen a publié le jour même de la marche blanche une vidéo qui est totalement incongrue, une vidéo qui fait simplement état de dessin où justement il est question d'un homme avec une jeune femme, il lui demande de se déshabiller, il y a une espèce de mise en scène d'actes sexuels et c'est totalement déroutant. En effet, sur les réseaux sociaux, une série de vidéos est attribuée au frère du suspect. J'ai appris qu'une personne près de chez moi est morte cette semaine. Elle s'appelait Victorine. Je crois qu'elle a été assassinée par une autre personne. Alors ce qui va être intéressant aussi pour les enquêteurs, c'est de s'intéresser et de se pencher à sur cette vidéo, sur la présence ou non de son frère, sur la complicité éventuelle. Donc il va y avoir un travail minutieux de la part des enquêteurs pour savoir s'il y a un lien de causalité entre cette vidéo qui a été diffusée par son frère et les faits qui sont reprochés aux mises en examen. Ces éléments ont suffi à faire naître les pires rumeurs sur Internet. Cet homme serait le frère du tueur de Victorine. Il a l'air bien barré lui aussi. Mais lors de sa garde à vue, Ludovic, le suspect, passe aux aveux. Et il dit avoir agi seul. L'homme de 25 ans va alors livrer aux enquêteurs un récit glaçant. Alors la version des faits de Ludovic, le suspect, donc, c'est de dire que ce jour-là, ce soir-là, il faisait son jogging et qu'il a croisé Victorine et qu'il lui a parlé. Victorine lui aurait répondu d'une façon un peu cavalière, ça l'aurait froissé, il se serait énervé, il y aurait eu une dispute et la dispute aurait très mal tourné. Il va avouer avoir tué Victorine et il va même expliquer comment il l'a fait. Et il va dire qu'il l'a étranglée à 2 reprises. Et c'est là où ça va être intéressant, parce que le parquet, pendant la première phase de l'enquête, et avec le rapport d'autopsie, n'avait absolument pas dévoilé que sur le corps de Victorine avaient été retrouvées des traces de strangulation. D'après lui, il aurait donc étranglé Victorine, qui aurait perdu conscience. Et là, il se serait aperçu donc qu'il avait Victorine qui était probablement décédée. Et il a décidé non pas d'alerter les secours, mais de cacher le corps de Victorine et donc le jeter dans ce ruisseau où on a découvert Victorine. Et puis après, lui, il a décidé de ne rien dire. Il est rentré chez lui, il a pris une douche, il s'est changé et il a mis ses vêtements probablement dans un sac poubelle qu'il a jeté dans un container près de chez lui. Mais alors, comment Ludovic explique-t-il son geste ? La défense du mis en examen est de dire qu'il s'est emporté, que cet acte, ce meurtre, malheureusement, a été fait sur un coup de colère. Une thèse à laquelle la famille a du mal à croire. Ce qui les fait douter dans ces déclarations, c'est que, de par la personnalité de Victorine, ces derniers sont convaincus que d'une simple bousculade, il n'a pu se passer ce qu'il s'est passé. Le 15 octobre 2020, le vice-procureur décide de prendre la parole. Les déclarations du mis en examen confirment cet étranglement. Il s'est expliqué sur le fait que le pantalon de la jeune fille lui a été retiré et a été retrouvé à proximité du corps, mais il conteste tout mobile sexuel à ce stade. Ce qu'on sait, c'est qu'on retrouve Victorine avec le jean baissé. On a tenté de déshabiller Victorine comme si on avait voulu la violer. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a eu viol. Donc c'est juste une hypothèse. Et en tout état de cause, l'axe de sa défense est de nier toute violence sexuelle sur Victorine. Aujourd'hui encore, et depuis le début de sa garde à vue, il maintient cette version-là, qu'il n'y a jamais eu de viol, qu'il n'y a jamais eu de tentative de violence sexuelle sur la personne de Victorine. L'enquête permettra de déterminer si oui ou non on peut retrouver des traces, on peut retrouver des preuves permettant d'asseoir sa culpabilité ou non sur ce viol. Parce qu'on a des déclarations qui sont parcellaires de la part du mis en examen. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il dit la vérité. La famille dit totalement qu'elle n'y croit pas. Donc aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il dit vrai ? Ces aveux marquent un important tournant dans l'affaire Victorine. Pourtant, elle est loin d'être terminée.
Il a été présenté cet après-midi devant les juges d'instruction qui l'ont mis en examen pour enlèvement, séquestration et, conformément au réquisitoire supplétif pris par le parquet ce jour, pour le fait de meurtre précédé d'un crime, en l'espèce une tentative de viol. En attendant de voir peut-être un jour le coupable du meurtre de leur fille derrière les barreaux, les parents de Victorine, ainsi que ses 2 sœurs et son frère, vont tenter de se reconstruire. Ce que je peux me permettre de dire à la famille, c'est que c'est une procédure qui risque de prendre énormément de temps, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes encore à effectuer, il y a beaucoup de diligences, d'investigations, et que la famille doit véritablement s'armer de patience. Cette affaire est extrêmement triste. Victorine a fait visiblement la mauvaise rencontre au mauvais moment. On ne peut pas finir comme cela, étranglé, noyé dans un ruisseau. C'est quelque chose qui est aujourd'hui parfaitement incompréhensible pour l'avocat que je suis, incompréhensible évidemment pour les familles. Merci de nous retrouver en direct après ce document réalisé par les équipes de Crimes et Faits divers. On est en direct, il est 22h42 et mes invités sont toujours avec moi. Maurice Signolet, commissaire divisionnaire honoraire. Oui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans l'enquête? Quel va être l'objectif des enquêteurs dans cette affaire? Eh bien, il va y avoir une instruction judiciaire d'ouverte, enfin qui était déjà ouverte, hein, mais le juge d'instruction va confier une commission rogatoire à la section de recherche de Grenoble. Je pense que là, les enquêteurs vont avoir un travail de très longue haleine, hein, pour essayer de cerner la personnalité, essayer d'avoir le maximum d'éléments. Mais je sens que ça va être extrêmement difficile. On n'a aucune trace ADN. On a très peu d'éléments matériels. On n'a que les déclarations de l'auteur. Maintenant, donc, ça veut dire qu'il peut dire ce qu'il veut, quasiment? Pour l'instant, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est dans le cadre de la flagrance, il faut reconnaître que l'enquête des gendarmes a été rondement menée et merveilleusement bien menée et à l'ancienne, quelque part, hein, puisque c'était une enquête de voisinage très poussée qui leur a permis de recueillir des témoignages et non pas des traces ADN, comme on a tendance à en trouver énormément aujourd'hui dans ces 5 fameuses premières minutes. Hein. Mais ce qui fait un peu peur dans ce dossier quand même, c'est qu'on se dit que si cet homme n'avait jamais parlé, s'il ne s'était pas confié à un de ses proches, visiblement, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de trace ADN, il n'y a pas d'empreinte, puisqu'elle a été retrouvée dans l'eau, il y a l'eau qui a enlevé beaucoup d'éléments, beaucoup de traces, on aurait pu ne jamais le retrouver. Tout à fait, tout à fait. Là, on peut s'interroger. Il y a à la fois le travail des gendarmes qui était remarquable au niveau de l'enquête de voisinage, qui a permis d'avoir ce témoignage, mais on peut aussi s'interroger pourquoi est-ce qu'il s'est confié. Ça peut peut-être là donner une orientation sur la personnalité quand même de l'auteur. Est-ce que quelque part il n'y a pas eu un sentiment de culpabilité au plus profond de lui-même et qu'il a voulu quand même se confier à quelqu'un? La police, la justice, elle est là aussi, la gendarmerie, pour enquêter à charge et à décharge. Si on arrive à démontrer qu'il y a eu quelque part une volonté malgré tout, non pas de collaborer, mais tout du moins de reconnaître les faits, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce que ça dit, justement, je me tourne vers le psy à ce moment-là, docteur Patrick Ourdet, psychiatre, qu'est-ce que ça dit de la personnalité de cet homme, le fait qu'il, malgré tout, se confie? Est-ce que ça peut vouloir dire aussi que c'est la première fois, parce que je pense que les enquêteurs vont aussi chercher à savoir si c'est la première fois ou pas qu'il tue, mais est-ce que le fait de se confier, ça veut dire c'est trop lourd à porter? Et je le dis. Voilà, exactement. Ce sont que des suppositions, bien entendu. Il était dans ce qu'on appelle la petite délinquance, toxicomane, peut-être du trafic, il a participé à des trucs de carjacking, enfin, c'est de la délinquance, je dirais, qui est physique et objectale pour des objets. L'acquisition, il veut acquérir. On l'a vu quand il se fait photographier, il y a une dimension narcissique, il y a un moi très mal construit qu'il essaye de sublimer comme ça, et à un moment donné, c'est trop lourd. Les secrets, c'est difficile à garder, même pour soi, donc à un moment donné, peut-être sous l'emprise de quelque chose, libération. Parce qu'il y a la drogue qui est assez présente aussi, on l'a dit, on parle de cocaïne, on parle... libérer des choses, et tout d'un coup,
se confier comme ça parce que des choses qui sont quand même c'est pas un habitué du crime. Il est dans la délinquance, il n'est pas dans le a priori, il est pas. A priori, voilà. A priori, il n'a pas été dans des passages à l'acte sanglants, de règlement de compte, de violence, de crime, de meurtre. Et c'est très lourd à porter. Enfin, il me semble. Vous savez, il y a. Moi, j'ai souvenir, et l'œil regardait qu'un, voilà. Et à un moment donné, le poids énorme qu'il a sur lui, il a besoin de le défouler. Alors, il y avait, dans la Rome antique et la Grèce, il y avait les bouches, on pouvait leur dire les choses qui étaient entendues ou pas entendues, mais ça libérait. C'est le principe. Là, c'est une façon de laisser la confession, en fait. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quelque chose de tellement lourd qu'il faut l'expulser. Et on l'expulse et on a quelqu'un, une relation de confiance qui, lui, trouve ça tellement effrayant qu'il ne peut pas le garder, il en parle. Un mot quand même, maître Philippe-Henri Honegger, vous êtes avocat pénaliste. Ça se défend, un homme comme ça. Enfin, à partir du moment où il commence à y avoir des choses assez claires contre lui, vous qui êtes avocat, qui défendez des personnes comme lui, comment on défend quelqu'un comme ça? C'est compliqué quand même. Défendre quelqu'un, c'est toujours compliqué. Je parle au niveau des arguments, pas au niveau parce que défendre, c'est votre métier et c'est pour ça, donc je ne remets pas en cause ça, mais je parle plutôt au niveau des arguments. Quels arguments on peut trouver pour défendre un homme comme ça? C'est-à-dire que les arguments, ils découlent du dossier. Si on a quelqu'un qui visiblement a fait des confessions et qui, semble-t-il, a envie de livrer sa vérité et de dire les choses, la défense, ça va pas être de tout nier en bloc contre l'évidence. Donc une défense, vous voyez, elle va épouser quelque part le dossier. Une défense, ça peut être aussi de reconnaître des faits. Mais évidemment, et ça peut être d'ailleurs une très bonne défense de reconnaître les faits, parce que si on conteste quelque chose qui est accablant, évidemment que du côté de l'enquête, des enquêteurs, des juges, on va imaginer le pire. Pouvoir livrer sa version, c'est aussi donner les raisons pour lesquelles c'est arrivé. S'il n'avait pas parlé, peut-être qu'on se dirait, d'ailleurs, on ne connaît pas la vérité, mais c'est un terrible prédateur, il l'a attendu pendant des heures, il l'avait ciblé. Là, il vient nous donner une version qui est une rencontre fortuite, qui est une rencontre qui a mal tourné, que finalement, les violences et la mort était peut-être accidentelle, en tous les cas, pas du tout voulue. Après, l'enquête, elle va venir vérifier, contredire ou pas ces éléments. Mais là, il y a peu d'éléments, justement, pour vérifier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Maurice Signolet. Il y a peu d'éléments. Donc c'est vrai que sa parole, elle est capitale. Et on risque d'avoir du mal à contredire sa parole. Et c'est là où c'est important de se défendre, justement. Se défendre, ça veut dire dire les choses. Après, c'est pas de sa faute s'il n'y a pas d'éléments qui viennent corroborer ou pas. Non mais c'est pas de sa faute sur les éléments. Oui, sur le reste, c'est un peu sa faute quand même. Ce que je veux dire, c'est que quand il vient se livrer, lui, il sait pas ce qu'il vient corroborer ou pas. Bien sûr. Donc il vient donner sa vérité. Juste un mot, Maurice Signolet, parce qu'on parlait de ce pantalon qui était baissé, de cette question de savoir s'il y avait tentative de viol ou pas. Comment on arrive à prouver ça s'il n'y a pas d'ADN, s'il n'y a pas de témoins? Ça va être très compliqué pour les enquêteurs. Et je crois que là, on a dû retenir la tentative de viol uniquement à cause du fait que le pantalon était retiré du corps de la victime. Donc on peut, c'est un scénario qu'on va élaborer en fin de compte en se disant si le pantalon est retiré, c'est qu'il y a forcément eu un commencement d'exécution d'une tentative de viol. Je crois que c'est pour ça qu'on le retient. Maintenant, si à l'autopsie aucune trace d'ADN n'est retrouvée, ça va être extraordinairement difficile. On est, comme le disait l'avocate tout à l'heure, on n'est que sur des déclarations. Ouais. Et ça va être extraordinairement difficile de corroborer tout ça. Ça va être extraordinairement difficile. Ça va être une tâche de longue haleine, ça va prendre du temps. Et justement, Stéphanie Germani, docteur en psychologie, je voudrais qu'on dise un mot, parce qu'on a beaucoup parlé du suspect, mais je voudrais qu'on dise un mot sur la famille quand même. Parce que ça va être compliqué aussi pour la famille qui affronte un drame. Et le temps de l'enquête, c'est pas simple. Parce que les jours vont passer, les semaines vont passer des fois avec assez peu d'éléments. Comment cette famille va pouvoir se reconstruire? Alors c'est très compliqué. Alors on parle de traumatisme dès lors où on perd un enfant, mais aussi là dans la situation actuelle, la disparition elle est terrible. Donc il va y avoir un double traumatisme. On pourrait parler de commotion psychique tellement c'est violent dans les conditions où ils perdent un membre de leur famille. Donc là pour le moment, il faut qu'il y ait de l'accompagnement. Il faut absolument. Alors bon, c'est un grand groupe familial, ils sont plusieurs, donc ça va unifier. Il y a du lien, donc ça peut aussi permettre de traverser
c'est la situation actuelle. Mais il va y avoir de la haine aussi, long. parce que c'est un peu normal, il va y avoir de la haine contre cet homme. Mais si vous voulez, on ne peut pas commencer des processus de deuil tant que le procès n'aura pas eu lieu et tant qu'il n'y aura pas des informations sur les conditions du décès. Parce ça va prendre des mois. Des mois. Parce que là, pour le moment, ils vont vivre avec des points d'interrogation. C'est ce qu'on appelle des troubles psychiques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de reconstituer une histoire si ce n'est que du fantasme. Et dans le fantasme, on peut projeter beaucoup de choses et c'est là que ça devient extrêmement angoissant. Donc le procès permettra, j'espère, de toucher la vérité pour que cette famille puisse enfin entrer dans les processus de deuil qui, pour le moment, sont impossibles. Mais on arrive à calmer la haine ? Alors là ça dépend après de son histoire, de chacun, de ce qu'on a reçu dans l'enfance, du lien que nous avons avec nos parents. Parce qu'on ressent entourage. une injustice terrible quand même. Sûr. Cette fille qui juste rate son bus, enfin c'est une succession de hasards terribles. Elle rate son bus, elle décide de traverser ce bois par hasard, a priori. Elle tombe sur cet homme qui va l'étrangler, qui va peut-être, on met des points d'interrogation, avoir une tentative de viol. C'est terrible de se dire... cet homme a massacré, a tué mon enfant. Alors oui, c'est terrible et forcément, il y aura des mouvements de haine. Cette haine peut s'exprimer dans des symptômes, cette haine peut s'exprimer aussi avec des mouvements corporels, avec des décharges dans le conflit familial. Effectivement, il y aura de la haine puisque c'est une situation inacceptable. Maintenant, effectivement, dans ces moments-là, il faut absolument être accompagné, mettre des mots, mettre de la parole. Parler, évidemment. C'est important. Merci en tout cas, Dr Patrick Courdet, psychiatre. Merci d'avoir été avec nous. Maurice Signolet, commissaire divisionnaire honoraire. Merci d'avoir été là. Maître Philippe-Henri Honneguer, avocat pénaliste. Stéphanie Germani, docteur en psychologie. Puis Jérémy Durand qui est avec nous tout à l'heure et qui était en Isère. C'est la fin de ce prime spécial de crimes et faits divers consacré donc à l'affaire Victorine et au portrait plus que troublant du principal suspect, Ludovic Bertin. Merci à nos experts, à nos invités, à vous de nous avoir suivis pour cette soirée exceptionnelle en direct. Nous continuerons évidemment à suivre cette affaire dans la quotidienne de crimes et faits divers. C'est tous les jours en direct à 13h35 sur Énergie 12. Merci pour votre fidélité. On se retrouve donc sur ce plateau dès demain en direct à partir de 13h35 pour la quotidienne. Bonne nuit, à demain et d'ici là, soyez prudents.